Donc, en fait, l'objectif de cette présentation, c'est un peu d'introduire donc le sujet qui va être présenté après moi. Mais c'est aussi de vous donner, de vous montrer les défis qu'on peut avoir en thérapie génique, mais aussi les succès. Parce qu'il y a des belles données qui sont en cours de se faire. Et donc, c'est plutôt intéressant de les partager et de voir que la thérapie génique peut marcher. Après, il faut réussir à la faire marcher et l'étendre à toutes les maladies, comme par exemple celle-là des os. Et donc, la présentation d'avant, c'était un exemple. Donc oui, comme ça a été déjà dit, je suis chercheur INSERM et je suis aussi responsable d'équipe au Geneton. Voilà, l'équipe, ça s'appelle immunologie et maladies du foie. Donc on fait sincèrement du métabolisme. Et on fait de la thérapie génique appliquée à les maladies métaboliques. Donc je parle vraiment du début, je n'étais pas sûr avec qui j'allais parler, donc je parle vraiment du concept de base de la thérapie génique d'abord. Et après, je vais dans les détails, je vous montrerai aussi les résultats d'un essai clinique qui est en cours dans notre équipe. Et après, on va aussi au défi de tout ça. Donc, pour la thérapie génique, comme vous savez, tout est basé sur il faut délivrer en fait un gène. Et pour délivrer un gène, il y a différentes façons de le faire. Vous avez vu, par exemple, la possibilité de délivrer là maintenant. Il y a des ARN messagers qu'on peut délivrer. Il y a des ADN qui peuvent être délivrés. De côté gauche de la slide, vous voyez, on a besoin d'un vecteur viral. Nous, on utilise surtout des vecteurs viraux. Il faut le dire, ils sont assez efficaces dans la délivrance de gènes, surtout dans les noyaux. Quand on parle d'arriver dans les noyaux, les vecteurs viraux, ils sont des caractéristiques qui sont pour l'instant pas pour les autres méthodes de délivrer. Et nous, en particulier dans l'équipe, on s'occupe de délivrer des vecteurs in vivo. Donc l'idée, c'est de injecter les vecteurs. Donc le vecteur va rejoindre le tissu cible et après donc va corriger la maladie ou dans les tissus où il faut la corriger. Il y a une autre approche qui est à côté. Il y a l'approche qui est appelée ex vivo. C'est un peu différent. En fait, l'idée, c'est de récupérer des cellules des patients, de les corriger, de les réinfuser aux patients et donc d'avoir un phénotype corrigé. Mais ce n'est pas ça le but de ma présentation d'aujourd'hui. Parce que nous, effectivement, on s'occupe de l'in vivo. Et on fait de l'in vivo avec des virus AAV. Donc, c'est des virus qui s'appellent adéno-associés ou AAV. C'est des virus qui sont un des virus les plus petits en fait et les plus simples d'une façon structurelle. Ils ont tout simplement une petite capside, c'est ce qu'on appelle une capside, donc la partie extérieure qui est protéique et à l'intérieur on a le génome. Et ça c'est le virus sauvage, donc à gauche. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait il s'intègre très peu. Et il n'est pas réplicatif. Donc, une fois qu'il est dans la cellule, il reste là et il attend un virus qui s'appelle un helper virus, donc quelqu'un qui peut l'aider à se répliquer pour se répliquer. Donc, il reste là dans la cellule. Donc, il n'y a pas aucune pathologie associée pour l'instant à la présence d'AAV. Donc, avec ces profils de safety, disons, qui est assez bon, ça a été décidé dans les années 80-90 d'utiliser ça pour faire de la thérapie génique. Et donc, l'idée, c'est qu'on prend cette AAV, on garde la partie extérieure, on la garde exactement comme elle est, et on change le génome. Donc, on met un génome qui délivre, en fait, les gens médicaments. Donc, en fait, ça reste un vecteur assez simple. Ça ne marche pas. Ouais. Ça reste un vecteur assez simple. Il s'intègre rarement. Donc, il reste en fait dans la cellule d'une forme épisomale stable, si la cellule ne se réplique pas, bien sûr. Et il a été montré qu'il y a une expression à long terme dans les cellules qui, encore une fois, ne se répliquent pas. Bon, il faut avancer, voilà. Donc, ce qui est intéressant aussi à savoir de ces vecteurs de thérapie génique, c'est qu'ils ont été utilisés depuis longtemps en clinique. Donc, il y a un énorme nombre d'essais cliniques en cours. Là, on en parle de 200, mais je suis sûr qu'il y en a plus parce que ça, c'est justement ce 2019. Donc, il y aura bien plus que ça en ces moments. Et il y a eu, justement, dû à cette expérience clinique, il y a ce qu'on appelle un follow-up, donc un suivi de l'efficacité et de la persistance du transgène
qui est assez longue. Donc là, on voit 6 ans pour le foie et 12 ans pour les muscles. Et dans la slide d'après, je pense qu'il y a aussi trois produits qui sont approuvés, qui utilisent justement l'AAV. Donc les trois, ils sont là. Glibera, elle a été retirée du marché parce que finalement, il n'y avait pas assez de patients. Ça, c'est une problématique avec les maladies rares. Il n'y avait pas de requête, en fait, de ces médicaments. Mais ça a été les premiers, donc ça a ouvert un peu la route pour les autres. Et après, il y a Luxturna, qui c'est pour une maladie rétinienne, et Zolgensma, qui c'est pour la SMA. Ça, c'est assez connu. Et donc, vous voyez là, effectivement, encore une fois, on voit très bien qu'il y a une évolution positive, une croissance du nombre d'essais cliniques en fait, en cours, avec des résultats positifs. En fait, il faut regarder cette partie en bleu foncé, ça c'est les essais cliniques pour lesquels on a met les endpoints. Donc, on a des résultats positifs. Donc ça, c'est assez important parce que ça continue à monter. Donc ça veut dire que tout va bien pour la thérapie génique en ce moment. La slide d'après, ce qui est intéressant aussi et qui m'intéresse aussi à moi, c'est que si on regarde le nombre d'essais cliniques, c'est clair que le foie, il joue un rôle très important. Il joue un rôle très important parce qu'il y a des maladies très importantes qui passent par le foie, c'est des maladies métaboliques ou des maladies de la coagulation. Et donc, ce qui a fait que la majorité des essais cliniques, en particulier les derniers essais cliniques, en vrai, ils utilisent le foie en tant que cible thérapeutique. Ce qui est très intéressant et que ça indique aussi l'intérêt du foie comme tissu cible pour la thérapie génique. Pourquoi on s'intéresse au foie? Bon, essentiellement, bien sûr, parce qu'il y a des pathologies, en fait, qui impliquent le foie. Mais c'est aussi pour des autres raisons. C'est qu'en fait, le foie est particulièrement adapté à la thérapie génique. Vous avez entendu, un vecteur de thérapie génique, il est injecté, il va dans le foie. C'est parce qu'en fait, le foie, c'est ça qu'il fait. En fait, ça filtre en fait, le sang. Les protéines, elles sont prises par le foie et elles sont véhiculées au foie. Donc, si on injecte un vecteur de thérapie génique dans le sang, on va forcément passer par le foie. Ce qui est très intéressant. Donc, et ça, c'est la première caractéristique. La deuxième, c'est qu'en fait, si on exprime une protéine dans le foie, il fait ça, en fait. La deuxième fonction du foie, c'est produire des protéines. Donc, effectivement, produire et sécréter des protéines. Vous verrez que toutes ces caractéristiques-là, elles seront très intéressantes après quand il y aura la présentation de Claire. Donc, on a ces capacités de produire et on a une capacité de sécréter parce qu'en fait, il est fortement vascularisé. Donc, c'est facile à produire les protéines et les mettre dans la circulation. Il y a une autre aussi caractéristique qui est ici, qui est listée. Ça, c'est assez intéressant pour tout ce qui est transfert de gènes. C'est qu'en fait, on a vu dans les temps qu'il y a une tendance, il faut dire que chez l'homme et chez les animaux supérieurs, c'est moins fort que chez les rongeurs, hein, mais c'est une tendance, en fait, à contrôler mieux leur réponse immune une fois qu'on exprime un transgène dans les cellules hépatiques, en fait. Parce que on sait très bien, on a des maladies pour lesquelles l'organisme n'a jamais vu la protéine. On en a certaines où la protéine est seulement mutée, mais il y en a certaines où la protéine n'est pas exprimée. Donc, dès qu'on exprime cette protéine, elle peut être reconnue par le système immunitaire comme non-self. Alors, ce qui a été vu, c'est que quand on fait ça et on passe par le foie, il y a une majeure tendance à avoir ce qu'on appelle une tolérance périphérique pour ces protéines, et donc une facilité d'acceptation en fait de la protéine à l'intérieur de l'organisme. Et après, ce que je vous ai dit, il y a beaucoup d'expériences. En fait, je vous ai déjà montré toutes les graphiques et tout ça, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'en fait, pour l'hémophilie, ça a été la première maladie qui a été traitée par thérapie génique au foie, et il y a une expérience énorme en fait. Il y a vraiment beaucoup d'essais cliniques qui sont utilisés et qui sont développés pour l'hémophilie. Donc,
encore une fois, c'est facile à dire, voilà, les foies c'est génial, ça marche très bien, tout est bien, mais est-ce que c'est la réalité chez l'homme? Est-ce qu'on a réellement des résultats qui prouvent que chez l'homme, on peut cibler le foie et on peut avoir une efficacité? Après, j'arrive au défi aussi, hein, mais avant, je voulais vous montrer aussi un peu, à vous donner un message positif. Et après, on parle de défi, parce que c'est clair que c'est pas tout est bon. Et donc, l'exemple, c'est la maladie de Crigler-Najjar. Nous, on a un essai clinique qui est en cours. C'est un essai clinique assez intéressant. Bon, je vais en parler après de financement et tout ça, parce que c'est assez intéressant comme modèle de financement. En tout cas, c'est une maladie strictement hépatique. Une transplantation hépatique corrige la maladie totalement. Donc, c'est un cible idéal pour la thérapie génique, parce qu'on sait qu'on doit tout simplement rétablir l'activité de l'enzyme dans les hépatocytes. Donc, c'est une forme de jaunisse, ça, je pense que même si c'est assez rare et assez connu, parce que c'est une des formes génétiques de jaunisse, beaucoup rare. La mutation, c'est sur les gènes GT1A1, donc c'est une gène qui en fait conjugue, ça va, la bilirubine, et donc ça fait que la bilirubine, elle peut être excrétée par la bile, et donc éliminée de la circulation. Non, comment je reviens en arrière? Ah ouais, c'est ça. Donc, on a une jaunisse, donc on a des niveaux de bilirubine qui sont extrêmement élevés, en particulier dans l'âge pédiatrique, mais après aussi dans la vie. Le traitement, vous savez mieux que moi, c'est la lumière bleue, en fait. C'est ce qu'on fait dans les maternités quand les néonates ils ont des jaunisses, en fait. Là, c'est à vie. Donc, les enfants, ils passent une bonne partie de leur vie sous la lampe. Et même dans les adultes, en fait, on a des permanences sous les lampes. Là où, je ne sais pas si j'ai mis ces données-là, mais on a des permanences sous les lampes de plus que 8 heures. Donc, il faut qu'ils passent leur nuit sous une lampe. Et ils ont quand même des niveaux de bilirubine qui sont assez élevés et potentiellement dangereux. Parce que la raison pour laquelle on applique ces lampes, c'est que si la bilirubine est trop élevée, elle peut passer la barrière hémato-encéphalique et donc avoir des données, des problèmes neurologiques assez importants et même la mort de certains patients. Donc, pour tout dire, ça c'était mon projet de postdoc quand je suis arrivé en France, hein, il faut le dire. Donc en fait, le premier papier, c'est Ronzetti et al. C'est le papier où on a fait de l'optimisation préclinique de ces vecteurs-là. Donc c'était intéressant parce que c'était déjà connu en fait qu'on pouvait traiter la maladie de Crigler-Najjar par thérapie génique. Ça c'est et grâce à ça qu'on a pu partir en fait avec un projet assez rapidement et aller loin. Donc on avait déjà la preuve de concept. Il fallait seulement faire si que cette preuve de concept allait jusqu'à la clinique. Donc il fallait construire quelque chose de prêt pour la clinique. Donc ça c'est la construction qu'on utilise, mais bon c'est des détails en fait techniques qui sont là. Mais ce qui est important, c'est qu'on a fait, la première chose qu'on a fait, c'est de combiner en fait un AAV, donc un vecteur qui allait bien dans le foie, un des meilleurs pour aller dans le foie, qui était déjà démontré dans la clinique et tout ça, qui allait bien dans le foie, avec un promoteur spécifique pour être sûr, pour réduire, disons, le risque que cet transgène-là, le GT1A1, soit exprimé ailleurs que le foie. Parce qu'il faut le dire, le GT1A1 n'est pas exprimé ailleurs, donc il doit bien avoir une raison pour laquelle le GT1A1 n'est pas exprimé dans des autres endroits. Donc ça, c'est la première chose, et c'est important. C'est effectivement des choses à considérer quand on parle de thérapie génique. L'autre chose, c'est que on a vu, en fait, et ça on l'a démontré dans les deux publications, qu'on pouvait attendre une efficacité thérapeutique à des doses assez basses dans deux différents modèles de pathologies, foie, rat et souris. Donc ça, c'est assez intéressant parce que ça nous a permis en fait d'aller jusqu'à la clinique, tout ça avec le fait que cette construction elle était assez bien connue par le monde de la thérapie génique. Le fait d'avoir testé dans deux modèles précliniques, ça nous a permis d'aller à la clinique sans faire, par exemple, des primates, donc des études gros animaux, qui sont éthiquement un peu controversées, et en plus, qui sont coûteux, et voilà. Et ça, c'est toujours un problème.
Et après, donc, finalement, là, dans ces papiers-là, dans le dernier en 2018, on a été aussi capable de démontrer, et ça c'est une autre chose que reviendra après, de produire le vecteur à une échelle industrielle. Ça peut sembler un truc qui n'a rien à voir avec la science, mais en fait, du moment où on veut aller vers l'homme, la production de ces vecteurs de thérapie génique qui est extrêmement complexe, ça devient une limitation énorme. Énorme. Oui, énorme. Donc, ah oui, on est là. Donc, en vrai, il manque, je pense que j'ai sauté une slide. Oui, voilà. Parce que justement, après la preuve des concepts, donc après l'optimisation préclinique, donc la construction de produits et le scale-up, il fallait aller en clinique. Donc ça c'est un peu la timeline de tous les projets. Vous voyez, 2013, c'est l'année que je suis arrivé en France en fait. Et il y a eu toute une tas de trucs à faire, la toxicologie, la production à large échelle, et ça a été en fait primordial aussi pour faire la toxicologie, parce que la toxicologie, il faut la faire à des doses qui sont extrêmement élevées pour s'assurer qu'il n'y a pas de toxicité associée. Et après, donc, il y a le passage dans ce qu'on appelle un CDMO, donc une usine de production d'un vecteur de qualité clinique. Ce qui est assez important, ça doit être fait en GMP, c'est énormément coûteux. Et après, donc, l'essai clinique qui est parti en 2018, donc 4 ans. Ça fait 4 ans que l'essai clinique est parti, donc vous comprenez bien les complexités déjà sur cette timeline. On avait déjà la proof of concept en 2013, on savait que ça marchait chez les animaux. Il nous a fallu 5 ans pour arriver à l'essai clinique et encore 4 ans pour vous montrer le résultat qu'ils arrivent. Donc voilà. Ça, c'est aussi un problème des maladies rares et surtout de l'accès aux ressources liées au fait de travailler sur les maladies rares. Donc l'objectif, justement, c'était en fait, c'était en phase 1-2, donc on voulait voir la safety. Bien sûr, on voulait être sûr que le vecteur ne faisait pas de trucs bizarres chez l'homme, mais surtout, on voulait voir l'efficacité, parce qu'on avait besoin de ça, et c'était ça qui nous allait nous dire, en fait, si tout allait bien dans cet essai. Après, il y a tout un tas de questions liées à l'administration d'un vecteur de thérapie génique d'origine virale chez l'homme, et donc on voulait aussi utiliser cet essai pour définir des protocoles, cliniquement appropriés ou approuvés pour contrôler un peu la réponse immune contre ces vecteurs, que c'est toujours un virus, il faut le dire, c'est des virus, donc ils sont reconnus en tant que tels par l'organisme humain. Et après, ça c'est une chose assez intéressante, cet essai, à l'époque, c'était en 2018, c'était un des premiers qui allait inclure des patients jeunes, de moins de 18 ans. Donc l'idée, c'était d'aller jusqu'à 10 ans. C'était une âge pour laquelle on considère que le foie, il ne croît pas plus. Donc on peut, avec une certaine marge de sûreté, injecter des vecteurs de thérapie génique et avoir une certaine stabilité d'expression dans ces foies qui ne grandit pas. Il grandit 2 fois, mais bon, on a une certaine... Et donc ça, c'était à l'époque, c'était effectivement quelque chose d'assez intéressant. Et voilà les résultats. Donc ça, après 4 ans après l'essai clinique, le début de l'essai clinique, on a les résultats des 5 patients. C'est 2 cohortes de doses. Peu importe la dose, c'est des doses classiques de thérapie génique au foie. Donc vous voyez une chose, la première chose à voir, c'est ici sur la gauche, c'est les niveaux de bilirubine, ici, des patients qui ont été traités, et le fait qu'avant l'infusion, et même après, jusqu'à la semaine 16, les patients, ils étaient sous photothérapie. Donc, ils avaient de la photothérapie, ils avaient des niveaux de bilirubine qui sont à 400, entre 200 et 400. Ça, c'est des niveaux extrêmement élevés. Dans les patients, dans les wild type, on ne voit pas du tout de bilirubine. En fait, la bilirubine est vraiment inexistante chez les wild type, chez les patients, chez les individus normaux. Donc, on a l'infusion du vecteur. Dans les 5 patients en général, si vous voyez, donc les pointillés, c'est les patients avec la dose plus faible,
Et c'est là la ligne complète, disons, c'est les patients avec la dose plus élevée. Mais en tout cas, dans tous les 5 patients, on voit une baisse de bilirubine immédiate. Ça, c'était totalement inattendu. Une baisse de bilirubine immédiate après l'injection du vecteur. En fait, dans une semaine, il y en a certains qui vraiment ils sont même incroyables. Dans une semaine, il y a une baisse de bilirubine il descend typiquement de 350 à 50. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc c'est qui, quand j'ai vu ce résultat-là, donc déjà la semaine 1, on s'est dit au moins le vecteur il marche. Voilà, ça c'était on était à ce niveau-là. Quand on a vu ça, on a dit au moins on n'a pas raté la construction du vecteur parce qu'il y a effectivement une activité UGT1A1. Est-ce que ça sera suffisant pour changer en fait la qualité de vie des patients, parce que c'est là le problème. Et donc vous voyez que la première dose courte, donc la dose plus faible, les patients ils sont baissés. Donc avec 4, par exemple, cette patiente, la première, elle était là, et après elle recommence à remonter. Et la deuxième, c'est même dose, elle est restée bas. Ici, à la 16e semaine, elle a arrêté la photothérapie, elle a recommencé à monter. Et ils ont recommencé la photothérapie. Donc la première dose, ça a été un échec total. C'était vraiment frustrant. J'avoue que ça a été vraiment frustrant parce qu'on savait que le vecteur marchait, mais voilà, on avait vu une réversion totale. Et ça, franchement, vu ce résultat-là, on ne s'attend jamais de voir une réversion si rapide et si totale. Mais c'est parce que la maladie n'est pas connue, c'est des maladies rares. Donc on ne connaît pas l'histoire naturelle, on ne connaît pas comment l'organisme réagit à la réexpression du transgène. Donc ça, c'était assez inattendu, mais bon, c'est ce qui a été vu. L'intéressant, c'est qu'il y avait aussi un autre essai clinique sur la maladie, sur la même maladie. Ils ont vu exactement la même chose. Ces patients-là, c'est comme si c'était vraiment le même patient, ils ont fait exactement la même chose. Ils sont allés en bas et ils ont remonté. Donc ça, voilà. Donc la première chose à laquelle on a pensé, c'est une réponse immunitaire. Mais ce n'est pas le cas. En fait, on n'a jamais vu de réponse immunitaire contre le vecteur ni contre le transgène. Et en fait, on a monté, donc sur la base de ça, on n'a jamais vu de problème de safety, on n'a jamais vu rien. Donc on est monté à l'échelle, donc on a monté des doses. Donc la dose, c'est 2-5 fois plus élevée. Je peux vous dire, c'est 2-10-12 et 5-10-12, les doses. Après, ça ne veut rien dire en vrai. Et donc, quand on a monté la dose, ça c'est intéressant parce que la différence entre ça et ça, cette situation, c'est seulement 2-5 fois plus de vecteurs. Et vous voyez très bien que les 3 patients, franchement, ils ont un profil qui est vraiment les mêmes. Hein. Là, ça semble des souris, ça semble nos rats en fait, parce qu'on a les rats chez nous. Et ils font vraiment ça. Après l'injection, donc il était là. Après l'injection, il baisse. Il reste bas pour 16 semaines. À 16 semaines, ils interrompent la photothérapie. À 17 semaines, ils sont sans photothérapie. Ça, c'est ce qu'on appelait les primary endpoints. Encore une fois, ça, c'est intéressant. C'est une jolie histoire parce qu'on avait établi ces primary endpoints avec des médecins, bien sûr, les mêmes médecins qui sont avec nous. Et là, on en reparle et on dit, finalement, peut-être que le primary endpoint aurait dû être la stabilité à un an. Et tout ça. Parce qu'on n'est toujours pas content, en fait. On veut toujours avoir un meilleur résultat de là. Là, on voit que le primary endpoint, il est respecté, mais c'est clair que ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce qui va se passer d'ici 5 ans, là, maintenant. Et ça, c'est bien. Donc là, on arrive jusqu'à week 24. Je ne peux pas montrer les résultats parce qu'ils sont, pas publics encore. Ça, c'est ce qui est public. Mais je peux vous dire que tous les 3 patients, ils sont encore sans photothérapie. Donc ça fait longtemps qu'ils sont sans photothérapie. Donc c'est des patients que d'un point de vue clinique, ils sont guéris. On peut le dire. Et bien sûr, ils n'ont pas un niveau normal. Hein, ça, d'un point de vue de moi, je suis un chercheur, donc je vois là, je dis, ça ne va pas, ça, il faut être là, parce qu'il faut aller à un niveau patient. Mais d'un point de vue clinique, les médecins qui travaillent sur ces patients, ils disent, voilà, ça c'est inouï, quoi, c'est jamais vu. Donc, pour cette pathologie, la thérapie génique, ça semble marcher. En tout cas, pour moi, la preuve de concept clinique a été montrée. Ce qui est important à faire là maintenant, c'est d'amener les produits au marché et à la possibilité donc de l'amener aux patients. Donc ça, c'est la phase sur laquelle on se concentre là maintenant. Et je vous dis, c'est pas simple. Et je vais vous dire, c'est pas simple du tout. Donc en tout cas, ouais, voilà, ça c'est la partie importante. On n'a jamais vu des problèmes
toxicité, quoi que ce soit. On a vu des élévations d'ALT très basses et qui sont liées à la thérapie génique, mais qui sont gérées typiquement par des corticostéroïdes. Ça, c'est l'histoire de la thérapie génique maintenant. Et on a vu que 3 patients, ils sont sans photothérapie jusqu'à week 24 là, mais je vous ai dit déjà. Bon. Donc, là, on passe au défi, parce que alors ça, c'était simple. Ça, c'était une maladie que je pense qu'en 2002, ils avaient déjà dit, c'est une maladie simple à traiter en thérapie génique. 2002, et 2022, hein, et on voit ce résultat-là. Donc, vous comprenez qu'il faut du temps pour arriver à ça. Et il faut du temps parce que, même pour une maladie si simple, entre guillemets, comme la maladie de Crigler-Najjar, il y a énormément de complexité. Et je vous les ai montrés, donc les timings, les sous pour faire la preuve des concepts cliniques et tout ça. Mais quand on passe à des maladies qui sont plus complexes, des maladies, pour l'exemple, un des premiers problématiques, c'est pour exemple le fait, qu'est-ce qu'il se passe quand on a une maladie métabolique. Là, je parle des maladies métaboliques parce que c'est mon champ d'action, mais c'est la même chose pour les maladies musculaires ou les maladies des autres tissus. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'est pas en train de traiter un organe qui est en bonne santé, comme dans la maladie de Crigler-Najjar ou l'hémophilie, mais on a un organe qui a une pathologie sous-jacente, une vraie pathologie sous-jacente, dans le sens qu'on a, par exemple, une morte des hépatocytes, une fibrose sous-jacente. Ça, c'est la première chose. Et ça, c'est un des premiers points. On en parle pour le foie, parce que pour le foie, on a des thérapies géniques qui marchent, donc c'est là qu'on veut aller au prochain écran, en fait. On veut aller voir qu'est-ce qui se passe quand on aura une maladie avec une dégénération. Mais ça, c'est extrêmement compliqué. Nous, on est, juste pour dire, on travaille sur les glycogénoses, par exemple. Et sur les glycogénoses, la GSD3, il a une forte fibrose dans le hépatique. Et on voit déjà les premières problématiques associées à ça. C'est clair. C'est clair. Donc, il y a des façons de surmonter ça, mais ça, c'est un problème. La deuxième chose, c'est, il faut le dire, l'immunité en général du vecteur. Ça, je vous l'ai montré, je vous l'ai dit, il y a une immunité, donc on peut la contrôler en partie avec des immunosuppresseurs, mais le problème principal, c'est la réponse humorale au vecteur. Donc, on est tous exposés aux AAV, donc dans la population humaine, il y a une certaine partie qui est séropositive. Donc, quand on est séropositif, on ne peut pas être injecté avec un vecteur AAV. Donc, par exemple, pour notre vecteur là, on est à des taux de 30% de la population qui ne peut pas recevoir ces vecteurs-là. Et donc ça, c'est une problématique. On y travaille, bien sûr. On cherche de mettre à point des technologies pour éviter cette problématique, mais ça reste, en fait. On a une partie de la population qu'on ne peut pas traiter. Vous pouvez imaginer, dans un institut comme Genetton, quel est l'intérêt pour ça, parce qu'on va laisser, en fait, des patients sans accès au traitement. Ça, bien sûr, ce n'est pas concevable. Et l'autre chose, c'est que si on injecte une fois ces vecteurs-là, on produit une réponse anti-vecteur, donc on a des anticorps anti-vecteurs, et donc on ne peut pas réinjecter une deuxième fois le vecteur. Ça, c'est une problématique. Et les mêmes technologies qu'on est en train de développer pour la pre-existing, ce qui s'appelle la pre-existing immunity, on tente de les appliquer aussi à l'immunité après administration du vecteur. Ça, c'est un gros point, c'est un des plus importants, en fait, en ce moment, pour la thérapie génique avec des vecteurs viraux. L'autre chose, c'est... Attendez, hein, parce qu'une chose importante, c'est que là, on parle aussi de l'immunogénicité humorale, mais on parle aussi de l'immunogénicité cellulaire. Et donc, l'immunogénicité cellulaire, donc, on injecte un vecteur et il y a une réponse immune qui élimine le vecteur des hépatocytes. Ça, c'est quelque chose qui a été vu, en fait, en thérapie génique. Ça, c'est dépendant de la dose, en fait. On sait très bien que plus on monte en dose, plus on a cette problématique-là. Plus on monte en dose et plus on a des problèmes d'immunogénicité innée. C'est toujours comme ça. Ça, c'est il n'y a rien à faire, en fait. Il n'y a vraiment rien à faire. La solution, c'est baisser la dose. Pour baisser la dose, il faut améliorer la capside. Donc, il faut faire si que la capside, en fait, rentre dans les cellules avec une meilleure efficacité et donc on peut administrer au patient moins de vecteurs. Et ça va réduire toutes les problématiques associées à la thérapie génique, c'est sûr. Et l'autre chose que ça va réduire les problématiques, c'est ce qu'on appelle l'off-targeting, donc le fait que le vecteur il va rentrer dans des autres cellules qui ne sont pas les cellules cibles. Pour le foie, effectivement, c'est assez bien parce que
Les vecteurs, comme on a dit, ils ont une préférence pour le foie, alors que pour les autres tissus, c'est un peu plus compliqué. Mais l'idée, c'est que, voilà, imaginons, nous, au Généton, on travaille beaucoup aussi sur les maladies neuromusculaires. Là, il faut des doses élevées. Donc, le risque d'envoyer une quantité énorme de vecteurs dans le foie, il est là. Donc, ce qu'il faut faire, il faut développer des nouveaux capsides qui pas seulement vont mieux dans les muscles, par exemple, mais qui vont aussi moins dans les tissus, comme le foie, qui prend beaucoup de capsides. Vous pensez que ça peut être fini comme challenge? En fait, non, on est au début, parce que ça, c'est mes challenges, en fait. C'est les problèmes d'un chercheur. Alors que quand tu passes en phase clinique, tu te rends compte qu'il y a tout un tas de trucs que tu ne considères jamais et que, sincèrement, ça ne t'intéresse pas. Mais en vrai, sont des vrais challenges et vraisemblablement, sont aussi des challenges qui sont parfois plus grands des challenges d'un chercheur. Voilà. Parce qu'il y a plus de coûts en fait associés à ça. Donc, comme j'ai montré pour Krüger-Najar, le scale-up, en fait, on doit arriver à des niveaux de production satisfaisants pour injecter des humains. Les mini-pigs, c'était un exemple. Et quand on passe à des modèles animaux larges, on commence à avoir déjà ces soucis-là. Il faut aller pour nous, par exemple, pour faire des mini-pigs, il faut aller à une échelle de 200 litres. Et c'est une échelle petite, parce qu'à ce moment, la clinique, ça se fait, sur les commerciales, ça se fait sur des 1000 litres, en fait. Donc, et ça, c'est un coût qui se multiplie. Un GMP, on n'en parle même pas. Mais voilà. Et après, une autre chose que vraiment ça, c'est totalement irrationnel, mais c'est la réalité des choses. Les quality control, en fait, toutes les analyses qu'on fait pour la qualité, c'est qu'ils sont importants, bien sûr, pour la safety et tout ça, mais ils prennent une part énorme des productions. Donc, en fait, on produit un 200 litres, mais en fait, on en utilise un 70, en fait, imaginons. Et donc ça, c'est un coût, on revient à des coûts encore. Et après, il y a des choses qui sont plus intéressantes pour nous, je pense, et pour vous. C'est le fait qu'on parle de maladies rares. Donc, Krüger-Najar, c'est l'exemple. On a revu descendre rapidement et remonter la bilirubine rapidement. Ça, ce n'était pas attendu. Les modèles animaux, ils ne prévoyaient pas ça. On n'a pas de connaissances sur les pathologies. Et c'est important. Donc, oui, c'est clair, c'est des maladies rares. Donc, c'est difficile même à l'avoir, cette connaissance. Mais c'est très important. Et après, il y a les deux autres pour lesquels je ne suis vraiment pas du tout un expert, mais que j'ai vu que c'est frustrant et ils sont là. C'est le fait que quand on parle avec des régulateurs, il n'y a pas jamais de stratégies qui sont parfaites pour des maladies rares. En fait, ils ont la tendance à nous parler de stratégies appliquées pour des maladies fréquentes, pour le développement des small drugs. Donc là, on n'est pas dans ces contextes-là. On n'a pas ces niveaux de connaissances aussi sur les procès de production qui font ça. Et enfin, et ça aussi c'est assez frustrant, c'est le coût associé à l'autorisation de l'émission sur les marchés. On a des maladies rares pour lesquelles il n'y aura jamais un retour d'investissement, hein, ça il faut le dire, il n'y aura jamais. Et les coûts, c'est les mêmes, les coûts et les procédures et tout ça, c'est les mêmes que pour une maladie très fréquente. Donc on se trouve confronté à ça. Donc on se trouve avec des médicaments potentiellement qui marchent en fait en clinique, mais pour lesquels on pourra difficilement avoir une MMA parce qu'on n'a pas l'argent finalement pour financer ça. Donc ça, c'est des challenges voilà, qui sont là et sont là. Donc, pour finir, voilà, bon, ça, on a dit, on revient au début, on revient à la positivité. Ça marche, donc ça, c'est important. Ça, c'est la partie importante. On peut faire marcher une thérapie génique au foie. Mais on sait en même temps que, je reviens en fait au moment où on s'est mis à penser à des pathologies autres que les pathologies métaboliques en utilisant le foie. Donc ça marche. On sait qu'on peut exprimer, on a la preuve clinique, des protéines dans le foie des humains. Et quand on passe aux autres maladies, des maladies musculaires, des maladies osseuses, pourquoi pas, ou des maladies du cerveau. Quels sont les majeurs soucis? Les majeurs soucis, c'est la dose, en fait, parce que pour cibler ces autres tissus qui ne sont pas les foies, il faut augmenter énormément la dose. Donc, on s'est dit, et ça, c'était déjà fait, hein, c'est pas nous qu'on l'a fait, là, on était en train de parler de ça. Donc, est-ce qu'on peut utiliser les foies pour produire une protéine qui va guérir une pathologie qui n'est pas hépatique, donc une pathologie extra-hépatique. Donc c'est là que tout a commencé, en fait, et Claire va vous raconter après l'histoire. Mais ça, c'était notre recherche, en fait, sur la maladie de Pompe.
Et donc l'idée, c'était effectivement d'utiliser les foies comme une espèce d'usine pour produire un facteur qui va changer en fait le métabolisme dans une autre tissu. Dans ces cas-là, c'était une maladie lysosomiale, donc avec un enzyme lysosomial qui a l'avantage d'être récapté, ça vous savez très bien avec l'enzymothérapie. Les enzymes lysosomiales, ils ont un mécanisme propre pour être récaptés par les autres tissus. Donc si tu le fais sécréter par un foie, c'est facile à les faire aller dans les muscles. Et on va voir si ça c'est facile en clinique, mais chez la souris, on le fait tout le temps et ça marche très bien. En clinique, on va voir. En tout cas, c'est là que tout est parti en fait. De cette réflexion-là, on s'est dit, est-ce qu'on peut guérir d'autres maladies qui ne sont pas lysosomiales avec le même approche, donc en utilisant le foie pour la thérapie génique. Et j'ai fini là, donc je veux juste remercier toute l'équipe qui est là, des gens qui sont partis, peut-être vous connaissez, mais en fait, voilà, et toutes les collaborations et les personnes, les financeurs en fait, qui nous permettent d'avancer un peu. Et voilà. C'est bon. Non, j'avais juste une question j'ai peut-être loupé, je suis désolée, hein, sur tout ce qui était les immune modulation. Qu'est-ce que vous utilisez? Donc, c'était la première partie de la question. Et la deuxième question, donc, clairement, vous êtes dans une réflexion de réadministration et comment faire. Est-ce que vous pensez que le fait que les humains sont constamment en contact avec les AAV, que ça également, en dehors du fait qu'on utilise une immunomodulation autour du traitement, est-ce que ça va effet à rester que la réponse immunitaire reste assez constante avec les AAV? Donc, deux questions. Alors, pour la première question, le protocole d'immunosuppression qui est décrit dans les protocoles cliniques, c'est les suivants. Il y a juste le micro. Oui, ah oui. Voilà. Il y a une injection ici, une loading dose de corticostéroïdes au temps zéro. Après, il y a une tapering du corticostéroïde tout au long les premières 4 semaines, si je ne me trompe pas. Et après, les corticostéroïdes, ça s'arrête et ils peuvent être administrés en demande en fonction de si on a des élévations d'ALT. Tout au long de cette période, donc, il y a aussi la rapamycine qui commence à -1, donc à une semaine avant les traitements. Et pour, je dirais, le protocole, c'était 6 semaines. Moi, je peux vous dire qu'on l'a prolongé. Voilà, donc ça, c'est un peu la partie immunosuppression. La rapamycine, c'est un target, je peux me tromper, hein, mais c'est 8, les targets circulants, c'est 8 à 12. Je ne me rappelle plus si c'est nanogrammes ml, un truc comme ça. Donc il y a un target à mettre en place. Donc c'est un régime d'immunosuppression qui est assez tolérable. Voilà. C'est pas une grosse immunosuppression. Voilà. Pour la deuxième question, je ne suis pas sûr. Ouais. 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 En fait, il y a un problème avec les AAV, c'est un problème sur lequel on se concentre très peu en général, c'est qu'on ne connaît pas l'histoire naturelle de l'infection. On connaît certaines choses, on sait que c'est dans l'enfance en fait qu'on est exposé surtout, bon, c'est pas, voilà, c'est normal en même temps, mais c'est dans l'enfance qu'on est exposé aux AAV. Et c'est qu'on ne sait pas en fait, personne n'a jamais étudié, par exemple, si qui est séropositif. Qui est séropositif a eu une infection, ça on est d'accord, mais qui est séronégatif a réellement eu une infection. Parce que vous savez, on peut perdre l'immunité aussi avec le temps. Donc ça a été jamais, il n'y a pas de réelle réponse à ça. Et une autre chose, c'est que aussi, on ne sait pas si, par exemple, il y a des individus qui sont un peu plus sensitisés, les individus qui font des réponses à l'amine ALT plus élevées, s'ils sont sensitisés par le fait d'avoir vu les vecteurs dans
Parce que l'impression que j'ai, c'est qu'en fait, on est tous exposés à ces virus. En vrai, c'est seulement que la réponse humorale, elle évolue avec le temps et on reste séronégatif parce que voilà, ça c'est l'impression que j'ai. Mais oui, oui c'est ça, c'est ça. Y a-t-il une autre question? Si j'ai, je vais commencer, je vais continuer la mienne et puis je passe. Quand on s'intéresse à d'autres organes que le foie, on a le droit de s'y intéresser. Une stratégie, c'est d'en mettre beaucoup plus en disant, il y en a une partie qui va aller ailleurs, en particulier là où ça nous intéresse. Est-ce qu'il y a des stratégies prometteuses ou validées de redirection, enfin de ciblage tissulaire qui fonctionnent et qui n'obligent pas à faire cette administration massive et excessive en réalité de transgènes pour cibler l'organe d'intérêt ou le tissu d'intérêt? Alors, ça dépend du niveau auquel on parle. En fait, un préclinique, il y a beaucoup en fait d'approches de redirection de vecteurs qui marchent incroyablement bien. Nous, on a eu la chance de tester, par exemple, des vecteurs muscles spécifiques. On a des facteurs 10 à 15 en termes de ciblage spécifique. Et ces vecteurs-là, ils sont même capables de détargeter le foie. Chez la souris. Voilà. Ça, c'est tout ce que je peux dire, dans le sens que je l'ai testé chez la souris. Là, en ce moment, il y a beaucoup d'intérêt sur ces types de vecteurs. Je parle du muscle, mais j'imagine qu'il y a des approches aussi en cours pour peut-être l'os ou peut-être, je suis sûr qu'il y a aussi pour le système nerveux central. Quand on passe, ce que j'ai vu, c'est que quand on passe à des autres modèles plus proches de l'homme, on a la tendance à perdre cet gros avantage. Ça, tout a la tendance à s'aplatir. Ça, c'est ce que je commence à voir. Et donc, ça se trouve qu'au final, il faudra travailler probablement soit sur des modèles plus proches de l'homme, peut-être des organoïdes, des choses comme ça, pour arriver à trouver quelque chose qui a la même puissance chez l'homme, plutôt que seulement chez la souris, parce qu'au final, les souris, bon, voilà. Donc, ça marche d'un point de vue de preuve de concept, on peut rediriger les AAV où on veut. Et mais les autres vecteurs aussi, hein, on peut vraiment rediriger. D'un point de vue translation clinique, autre chose. On va voir. Ouais. Oui, bonjour. Vous avez distingué des maladies pour lesquelles, en fonction de la nature du gène, la thérapie génique elle est plus ou moins envisageable. Et je voulais vous poser la question de savoir si pour une maladie rare dans laquelle il y a un gène du développement qui est impliqué, est-ce qu'à votre avis, un jour, c'est des choses... Un gène du développement. Ah, oh là 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 là. Voilà, parce que du coup, souvent, c'est des formes syndromiques, c'est peut-être plus complexe. Est-ce que c'est envisageable peut-être un jour? Voilà, c'était ma question. Oui, alors, l'espoir, nous, on le garde toujours. Hein. Bien sûr que nous, on travaille sur arriver à guérir toutes les maladies. Hein. Ça, c'est l'idée. Mais j'avoue que les troubles développementaux sont toujours un peu la partie un peu, compliquée. Parce que la question qui a été posée avant sur le traitement pré-naissance, d'un point de vue éthique, ça complique énormément l'histoire. Après, d'un point de vue technologique, il n'y a pas de... en fait, il me semble qu'en vrai, chez le néonate, les systèmes de delivery, en fait, ils marchent mieux. Ça, c'est par exemple, dans les modèles précliniques, c'est clair que les vecteurs AAV, par exemple, peuvent aller mieux dans le système nerveux central quand on traite des néonates. Donc ça, c'est effectivement, c'est pas la technologie qui bloque, c'est plutôt toutes les questions un peu éthiques. Qu'est-ce qu'on fait? On traite un utérus, on traite même avant. Voilà, ça c'est un peu tout lié aussi à la question de de genome editing. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va corriger les cellules même avant la naissance, même avant la conception. Ça, c'est des questions qui sont... franchement, je ne suis pas un expert et je n'ai pas une réponse sur ça. Je ne suis vraiment pas
la personne adaptée. Moi, je travaille effectivement sur des maladies somatiques, donc, et sur des cellules, sincèrement, à le stade terminal de différenciation. Donc, les développements, c'est quelque chose que je ne traite pas beaucoup. Mais c'est bien sûr que c'est le futur. Hein. C'est le futur. Justement, je travaille sur... j'ai une collaboration avec quelqu'un de la Down syndrome, donc, qui travaille sur la syndrome, la trisomie 21. Et effectivement, eux, ils travaillent sur des traitements en utérus. Parce que, voilà, ça fait du sens. Après, bon, de là à aller à un essai clinique dans ça, il faut... ouais. Mais, ouais. Merci beaucoup.